Présente, Catherine Beaubreuil, je suis enseignante de yoga et réflexologue et aujourd'hui je suis avec Laura Mignano qui va nous donner une partie théorique sur la méditation. Et donc voilà, présente-toi. Bonjour, merci Catherine. Aujourd'hui, comme journée mondiale de la méditation, on a pensé à faire cette séance. Il y aura une partie plus courte théorique avec moi et avec une partie pratique avec Catherine à la fin. Je vais pratiquer avec vous et Catherine va nous guider. Et je voudrais justement parler un peu de la définition de la méditation, l'origine étymologique aussi, historique, mais aussi les composantes. C'est important d'un peu voir les composantes, les types de méditation. Et finalement, on va faire un petit échange, partager notre expérience dans la méditation avant de démarrer la pratique. Alors, je commence tout de suite. Je suis une prof de yoga et méditation comme Catherine depuis plus que 10 ans, mais je suis aussi sociologue. Alors, je suis très intéressée par la méditation comme phénomène. Alors, il y a une définition que j'aime beaucoup, que c'est celle de Walsh et Shapiro. C'est une définition de 2006 qui touche tous les points importants de la méditation. La méditation, c'est une famille de pratiques d'autorégulation, d'abord, c'est-à-dire important, autorégulation. Après, se concentre à entraîner l'attention et la conscience, les deux, c'est deux éléments clés. Et après, ce qu'on fait, c'est amener des processus mentaux de contrôle volontaire. C'est-à-dire, nous allons volontairement contrôler notre conscience, notre attention. Ça va nous amener vers le bien-être mental général et va nous amener aussi à développer des capacités spécifiques telles que calme, clarté et concentration. D'accord? Alors, un peu la base de comment se fait la méditation et pourquoi elle nous donne le bien-être. Si nous cherchons étymologiquement d'où ça vient, le mot méditation, en latin, meditatio, ça veut dire une réflexion, une contemplation. En cherchant des langues indo-européennes, aussi les Grecs, la racine est tellement différente, c'est dialogismos, ça veut dire dia, c'est-à-dire au-delà, logismos, c'est le monde, c'est-à-dire aller au-delà du monde. Dans les deux cas, il s'agit d'une réflexion profonde. Moi, je dirais intériorisation. C'est une intériorisation, c'est une manière, n'est-ce pas, de rentrer à l'intérieur. Alors, oui, j'ai parlé de la Grèce et du latin, de Rome, mais si on vous demande d'où vient la méditation, je pense aujourd'hui tout le monde dira Inde. Et tout le monde, c'est ça, que c'est originairement des langues. Alors, quand historiquement on peut le placer, la méditation, on a des références 1500 ans avant Christ, c'est-à-dire avec les Védas, il y a des références à la méditation dans la culture des landes, dans un contexte hindouiste et un contexte aussi religieux. Alors, pour nous, comme prof de yoga, une référence importante, c'est Patanjali. On ne sait pas exactement, mais entre le siècle 2 avant Christ et 5 après Christ, quelque part là, il écrit le 8 Sutras. Alors, Patanjali, on ne sait pas exactement qui c'était, mais il a fait une démarche très importante parce il a dit, en Inde, il a des pratiques ascétiques diverses dans tous les pays d'un côté, mais de l'autre, il n'y a pas une unification. Alors, il s'est mis à préparer, comme disons, une échelle de qu'est-ce qu'il y a dans toutes les pratiques méditatives qui s'est développées en Inde en commun. D'accord? Alors, il a passé de regarder un phénomène ascétique à établir comme une échelle des points communs, c'est-à-dire il a passé aux côtés de la philosophie plutôt. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les 8 sutras de Patanjali? Il parle de 8 pas, non, comme si c'était une échelle pour arriver à l'union avec Dieu. Mais au milieu de cette échelle, on trouve justement la méditation. On parle de yoga ou de méditation ou de deux en même temps. Parce qu'il commence par les yamas et les niyamas, qui sont deux pratiques assez mondaines, c'est-à-dire les yamas, c'est les règles morales, les yamas, c'est les disciplines d'hygiène personnelle, etc. Mais après, il nous parle en troisième de l'asana. L'asana, si on a fait du yoga, on a entendu le mot asana, c'est la posture physique, maîtriser la posture physique. Et après, tout de suite, la quatrième étape, c'est le pranayama. Le pranayama, c'est déjà la méditation. On a ensuite le pratyahara, que c'est le retrait de sens, déjà une pratique méditative aussi. Le dharana, c'est focus, la concentration. Après, la septième étape, c'est la dhyana, qui c'est déjà méditation complète. On a passé toutes les étapes, on peut arriver à méditer.
Et finalement, la huitième, qui est la plus religieuse, mais un peu la suprême, ça serait les Shamadis, que c'est l'illumination. D'accord? Alors, c'est intéressant de voir ça dans un contexte historique pour comprendre qu'après, d'autres cultures et religions ont pris cette pratique méditative. Par exemple, les taoïsmes en Chine ou les bouddhismes sont arrivés après et sont aussi établis des pratiques méditatives. Il y a tout un discours, si on considère Jésus-Christ comme figure historique, à quel point il a eu un contact avec la culture des landes et la méditation à un moment donné, n'est-ce pas? Dans le monde de yoga, ça parle beaucoup de ça. Et, et justement, la moyen âge, la religion chrétienne, elle fait des pratiques qui rassemblent assez, pratiques ascétiques avec la méditation. Alors, à quel point cette démarche des Landes, elle a vraiment influencé beaucoup de cultures et c'est établi dans beaucoup de cultures au monde. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette pratique en Occident. OK? Nous sommes en Occident. Qu'est-ce que c'est les implications pour nous? Alors, aujourd'hui, nous, en Occident, on sait que la méditation, c'est une stratégie de coping. Ça veut dire quoi, le coping? Ça veut dire une stratégie efficace pour gérer le stress. Alors, euh, si je me mets à chercher dans des moteurs de recherche scientifiques comme PubMed, et je mets le mot méditation, je trouve 10 000 articles aujourd'hui. C'est beaucoup. Et quand c'est le premier article, ça c'est surprenant, je trouve, Catherine, c'est 1903, le premier article scientifique en Occident. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait plus qu'un siècle qu'on s'intéresse à la méditation et aujourd'hui, elle est vraiment intégrée dans notre culture d'une manière pas religieuse, mais comme un outil important de gestion du stress. Alors, pour se plonger dans la pratique, après, il serait important de voir les composantes. On est des personnes assez mentales finalement, les composantes de cette méditation pour la faire bien. Alors, un côté, c'est la concentration, c'est focaliser l'attention sur un point spécifique. De l'autre côté, il y a une observation ou contemplation de nos pensées sans jugement. Après, la relaxation. Et ça, c'est un sujet de débat aussi parce que justement, Catherine, elle va nous faire une méditation guidée. Elle va induire la relaxation d'abord. À quel point je peux me mettre à faire une méditation sans être relaxée? Ça, c'est un point de controverse et probablement il y a besoin même d'induire la relaxation soi-même, mais de rentrer dans la relaxation. Un autre point important, c'est la respiration. Pourquoi? Parce qu'avec la respiration, quand je consciemment fais moins de respiration par minute, je suis dans la conquête d'un état méditatif. Pour la méditation, on a parlé qu'il y a une sorte de contrôle volontaire. C'est important de volontairement contrôler la respiration et respirer moins de fois par minute. La posture. Vous allez voir, moi je vais faire la méditation avec vous, la colonne, elle est prévue d'être toujours droite. Alors, parfois, il y a des mudras, des mouvements avec les doigts, des implications plus posturelles au-delà de la colonne, mais à la base, c'est toujours la colonne droite. Et après, le mantras. Parfois, il y a deux mantras, mais il ne faut pas se faire un souci en parlant de la méditation qu'on pratique pour le stress. Le mantra, c'est un point de focus pour le mental. Et parfois, c'est très bien d'avoir un mantra qui ne signifie pas nécessairement quelque chose pour nous, parce que ça devient comme une musique et ça nous induit à relaxation, à relaxer. Et aussi, quand on chante les mantras dans des pratiques différentes, l'expire, il est très important. Et on expire longtemps pour chanter et ça nous relaxe. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas de mantras, mais pour expliquer le rôle de mantras dans la méditation. Alors, ensuite, j'arrive à la fin de cette partie théorique, mais je vais vous introduire des différents types de méditation qu'avec Catherine, on considère importants. D'abord, il y a la pleine conscience, le mindfulness. On ne pourrait pas faire cette séance aujourd'hui sans parler de mindfulness. Si on regarde encore une fois dans les moteurs de recherche pour des articles scientifiques, comme PubMed, on va trouver que le mindfulness a 3 fois plus de résultats que la méditation. C'est incroyable. 30 000 résultats, on parle. Alors, pourquoi? En concret, le mindfulness a été reconnu et nous avons chez Relaxing des ateliers de mindfulness pour ces raisons. La psychologie cognitivo-comportementale, elle a reconnu le mindfulness comme outil pour gérer le stress, officiellement, de manière scientifiquement prouvée. Alors, le mindfulness aujourd'hui, c'est une technique très reconnue, très importante, centrée sur vivre les moments présents.
C'est vrai que ça donne pour une séance percée, mais on va simplement toucher brièvement différentes techniques. Une autre technique, c'est la cohérence cardiaque. Elle est très à la mode dans le monde francophone à ce moment-là. Oui. Et à la base de son succès, c'est qu'elle est très facile à appliquer, Oui. avec des indications très concrètes. Elle est basée sur la discipline et la répétition qui sont très importantes pour la pratique méditative pour avoir des effets. Après, j'ai touché aussi la méditation zen, comme dans cette partie théorique. Nous, chez Relaxing, on fait aussi la cohérence cardiaque. On peut aussi faire la méditation zen parce qu'il y a des techniques de la sophrologie inspirées de la méditation zen. Alors, pour la méditation zen, la posture, elle est importante, la respiration, aussi la contemplation, très importante. Et on peut avoir des expériences, aussi des marches conscientes. Alors, une méditation en tant que marche. Ça peut se faire en société, ça c'est une expérience qu'on peut la faire aussi dans la vie de tous les jours, cette marche consciente. Finalement, bon, pour la méditation encore, la méditation guidée, c'est la méditation que vous allez avoir aujourd'hui avec Catherine. C'est une méditation très appréciée parce qu'on n'est pas laissé seul. Parfois, c'est un peu difficile par exemple, faire une méditation et rester en face à un mur blanc, et c'était mon cas de ma première méditation. C'était un peu angoissant de rester une heure comme ça. Alors, c'est beaucoup mieux de démarrer la pratique par avoir quelqu'un expérimenté qui pratique, qui nous guide vers l'entrée dans un état méditatif. Après, je vais nommer deux méditations. La méditation active, basée sur des techniques développées par Osho. Et pourquoi j'amène cette méditation? Ça, on pourrait aussi l'offrir parce que c'est très en lien avec les méditations de Kundalini Yoga. Moi-même, je suis prof de Kundalini Yoga. Alors, Osho, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mélangé des mouvements avec la méditation, avec les yeux fermés, en activant les systèmes de repos parasympathique et les systèmes sympathiques d'action. Alors, c'est une expérience assez intéressante parce qu'on n'est pas calme, on bouge et en même temps, on est méditatif. Ça rejoint la méditation zen un tout petit peu, le fait de marcher. Alors, ça, c'est intéressant. Et finalement, une méditation on parlait avant avec Catherine, on a eu la chance de la faire dans notre vie, Catherine et moi, la méditation Vipassana. Et ça, c'est un type de méditation qu'on conseille d'avoir comme expérience au moins une fois dans la vie. C'est méditation qu'on rentre dans une forte introspection corporelle et de l'esprit, mais dans des conditions de silence. Alors, à quel point c'est important au moins une fois dans la vie d'avoir un week-end, par exemple, des conditions méditatives. On mange, on dort, on fait toutes les choses de la vie quotidienne, mais avec silence. Et sans connexion Internet, téléphone, télévision. Très important, exactement. C'est un détox total du monde extérieur. Alors ça, on les conseille. C'est vrai qu'on ne pourrait pas démarrer par une méditation vipassana dans notre première pratique, mais c'est intéressant de connecter avec ça une fois dans la vie, au moins. Et alors, je voudrais poser quelques questions à Catherine, un peu pour nous inspirer pour la pratique, si tu es d'accord. Je voudrais, par exemple, te demander comment tu as découvert la méditation. En commençant ma formation de professeur de yoga, en fin de compte, et on avait ça à faire régulièrement. Et c'est vrai que c'est un peu comme parquer sa voiture. Il y a des jours où on y arrive et puis il y a des jours où ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, faut être régulier C'est vrai. pour que ça fonctionne. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire que la pratique régulière, elle amène? Alors la pratique régulière, d'abord, ça donne une certaine discipline. Ça permet de vraiment focaliser notre attention. Donc, on a une meilleure focalisation, concentration, et ça repose. En fait, ça repose tout le système nerveux, tout le système de pensée. Donc, au début, les premières méditations, on a énormément de pensées ou d'émotions qui montent. Donc, il faut les laisser partir, passer. Et au bout d'un moment, ça se calme. Ça devient un lac. Très belle métaphore. Et quel type de méditation tu pratiques le plus souvent? Alors en général, toujours une méditation sur la respiration, focaliser sur la respiration, ou la transcendantale, des fois donc sur un mantra, sur 10, 15, 20 minutes. Voilà. Très bien. Et un conseil pour les personnes qui commencent avec la méditation? Alors,
ne pas se décourager, parce que comme je Mhm. disais tout à l'heure, on a très souvent, au tout début, plein de pensées qui viennent, qui reviennent, qui repassent, etc. Ou même des émotions, donc des fois des colères, des tristesses qui remontent. Continuer à se poser, pour trouver le bon moment pour soi, pas être dérangé et commencer par 3 minutes et puis allonger le temps. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, comme conclusion, la méditation, c'est une pratique riche, variée, comme vous venez de voir, ancrée dans des traditions anciennes, mais de l'autre côté, très reconnue en Occident et utilisée en Occident pour gérer les stress, pour arriver à notre bien-être physique et mental. J'aimerais rajouter, l'UNESCO n'a pas reconnu la méditation comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité encore, mais le yoga, il est reconnu depuis 2016. Alors, comme on a vu avec Patanjali, sont les deux très entreliés. Alors, on peut dire que quelque part, elle est aussi reconnue par l'UNESCO. Et bonne journée mondiale de la méditation et merci Catherine de nous amener à faire une pratique. Avec plaisir. Merci Laura pour cette introduction. Alors, ce que je vous propose déjà, on parlait tout à l'heure d'asana, c'est de se poser, de positionner son corps, le dos droit, les pieds bien au sol, détendre bien sûr tout le corps. Les mains peuvent être posées sur les genoux. Vous pouvez aussi utiliser un mudra, donc on peut fermer les doigts comme ça en faisant un petit rond avec les mains en l'air, donc vers le haut ou vers le bas, selon, comme vous le sentez. On peut aussi complètement laisser les mains se poser. Et on va commencer par la respiration. Donc, inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Se poser déjà dans le temps et se donner l'espace ici et maintenant. Donc, inspirez profondément et expirez. Une dernière, inspirez. Alors, on respire plutôt par le ventre et en expirant, on lâche bien les épaules et on laisse la respiration se poser d'elle-même. Et on va tout simplement faire déjà tout le tour de notre corps pour voir si la respiration a réussi à détendre et à relâcher nos corps. Donc, simplement fermez les yeux lentement et mettez votre attention entre vos deux sourcils. Et à ce moment-là, simplement lissez votre front. Ayez l'intention de lisser votre front, de détendre tout votre crâne et votre cuir chevelu. Les paupières et les yeux se détendent. En lâchant les mâchoires, en séparant les dents, vos tempes vont se détendre. Donc tout le visage se détend, les joues, le menton. Descendez dans la gorge, à l'arrière dans la nuque, puis le haut des épaules, le haut des bras. On descend dans les bras, les coudes, les avant-bras, les mains, les doigts. Puis au niveau des clavicules et des omoplates, on déplace notre attention pour lâcher les tensions des épaules et de la poitrine. Puis descendez dans le dos, le milieu du dos et le ventre à l'avant. Puis le bas du dos, jusque dans les hanches et le bassin. Et on poursuit dans les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets et les tibias. Et on descend dans les talons. On sent en dessous de nos pieds
le sol et on descend jusqu'au bout des doigts de pied. Et on continue avec notre respiration, on vérifie qu'elle est posée. Si on sent encore une ou deux tensions, on expire dans les tensions. Et venez maintenant sentir en fait l'air qui entre, l'air frais qui entre par les narines, passe par le nez, la gorge, descend dans les poumons, puis remonte par le chemin inverse. Et on va focaliser notre attention au niveau de la respiration, de l'air qui entre par les narines et passe dans le nez. Et faites les différents niveaux. D'abord, juste le bord des narines, puis un petit peu plus haut. Et on continue à monter dans le nez et à sentir l'air qui passe vraiment dans toutes les fosses nasales qui sont au-dessus du palais. On en profite aussi pour envoyer tout cet air dans notre crâne, dans notre tête, pour vraiment détendre toute la cavité de notre cerveau. Comme des bulles de savon, elles passent. Simplement, vous vous focalisez sur la respiration, sur l'air qui passe dans le nez et que vous laissez monter jusqu'à votre crâne pour lâcher toutes ces pensées comme un peu des fumées. En expirant, vous lâchez toutes ces petites fumées, ces petits brouillards qui bloquent votre concentration. Vous inspirez et vous expirez. Simplement. Juste conserver cette inspire et allonger l'expire. On en profite pour vérifier le ventre qui est détendu, que le nombril sort quand on inspire et rentre quand on expire. Et on va imaginer simplement qu'on arrive dans un jardin, un magnifique jardin plein de fleurs. Et vous voyez différentes couleurs, différentes formes de fleurs, des roses, des jonquilles, des tulipes, des bleuets, plein de fleurs différentes. Et on va aller faire un rosier odorant. Et vous approchez lentement votre nez vers une fleur épanouie, magnifique couleur. Et vous allez inspirer son parfum. Inspirez l'odeur de cette rose. Lentement, profondément. Et à l'expiration, vous envoyez tout ce parfum tout autour de votre corps. Inspirez encore. Et de nouveau, vous nourrissez, grâce à ce parfum, toute l'énergie autour de vous. Et encore une fois. Puis lentement, vous tournez la tête et un petit peu plus loin, vous voyez un lilas. Peut-être a-t-il violet ou mauve
ou blanc. Et de nouveau, vous vous approchez près d'une grappe de ce lilas et vous inspirez son délicat parfum. Inspirez profondément avec toutes les cellules de votre nez et de vos fosses nasales. Et en expirant, vous vous nourrissez de ce parfum. Inspirez. Le parfum, à l'expiration, se dilue un peu partout tout autour de vous et vous donne de l'énergie et de la joie. Inspirez une dernière fois et expirez gentiment ce parfum tout autour de vous, dans toutes vos cellules. Puis vous allez sortir du jardin, garder une image de ce jardin, photographier toutes ces fleurs, toutes ces couleurs. Puis vous sortez du jardin, vous inspirez de l'air, sans vraiment de parfum cette fois-ci. Et vous approfondissez votre respiration. Et maintenant, avec chaque inspiration, vous commencez à sentir les points d'appui de vos pieds sur le sol, de vos fesses sur la chaise, peut-être de votre dos, entre le dossier et la chaise. Et vous commencez à donner des mouvements très lents à vos doigts, à tourner la tête très lentement à droite et à gauche. Sentir votre cou, votre verticalité. Vous pouvez faire aussi des petits demi-cercles en penchant la tête d'un côté, puis pencher devant, puis de l'autre côté. Faites à votre rythme ces demi-cercles en avant. Puis on va faire un grand cercle avec la tête, très lentement, sans casser la nuque, simplement en étirant bien le cou à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Et vous allez joindre vos mains, bien sentir tous vos doigts les uns contre les autres. Et frottez lentement, puis un peu plus vite, toutes vos paumes de main. Créez de la chaleur dans vos mains. Puis on va les mettre en coupe et poser les mains en coupe sur les yeux. Puis derrière les mains, ouvrir les yeux lentement, regarder à droite, à gauche, en haut, en bas. Ouvrir en grand, fermer fort vos yeux. Laissez la lumière filtrer à travers vos doigts. Et justement, utilisez vos doigts pour lisser le front, comme on a fait au tout début. Lissez votre front du centre à l'extérieur, puis tapotez autour de vos yeux, autour de votre crâne. On passe sur le visage aussi, la nuque, tout le cou et un peu la poitrine. On peut ouvrir les yeux tranquillement et revenir dans le ici et maintenant. Voilà pour cette méditation guidée. C'est bien passé, Laura. Très bien. Merci à vous et puis passez une excellente journée.